TV au cœur de l'actualité. Le 17 juillet, le monde célèbre la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, un fléau qui frappe également la région de Beni, notamment dans la plaine de Kiatenga sur l'axe Kassindi. Ici, les paysans peinent à produire du riz suite à la sécheresse. Des experts recommandent l'irrigation et l'agroforesterie pour sauver des vastes étendues de rizières. La République démocratique du Congo s'apprête à déclarer d'ici le 24 juillet la fin de la 10e épidémie d'Ebola. Si aucun nouveau cas n'est enregistré, affirmation faite ce mercredi par le ministre de la Santé à son arrivée à Goma. Au Nord Kivu, Eteni Longondo vient évaluer la réponse contre Ebola et Covid-19. La journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse a été célébrée ce mercredi 17 juin. Il s'agit de fléaux qui menacent également certains coins du Nord Kivu. C'est par exemple dans la plaine de Kiatenga, importante zone risicole située sur l'axe Beni-Kassindi. Ici, une sécheresse attaque de vastes rizières, ce qui affecte malheureusement la production du riz dans la région où la demande ne fait pourtant qu'augmenter. Des paysans sont aujourd'hui obligés à fournir assez d'efforts pour espérer à une production. Des efforts qui passent aujourd'hui par l'intégration des techniques d'irrigation. Mais les paysans ne savent où trouver de l'eau pour alimenter la technologie d'irrigation. L'organisation Ricolto, qui a accompagné certains riziculteurs de Kiatenga, pense qu'en plus de la rivière Semuliki, les paysans pourraient se tourner vers le massif des Rwenzori, un massif qui peut mieux nourrir le sol de Kiatenga en eau. Pas seulement du riz, c'est l'ensemble de l'écosystème de Kiatenga qui est menacé par cette réduction de la précipitation. Et donc, si on ne prend pas des mesures courageuses, on risque de perdre entièrement cette plaine pourtant très productive. C'est peut-être pas l'eau de la Semuliki qui est la plus indiquée pour faire l'irrigation parce qu'elle est déjà au plus bas de la plaine. Par contre, il y a pas mal de cours d'eau qui viennent du massif du Rwenzori qui amènent pas mal d'eau. Le Rwenzori en soi est un réservoir hydrique aussi, sauf que nous voyons que les glaciers qui sont au sommet sont en train de se rétrécir aussi. Pourtant, ces glaciers, en principe, devraient être renouvelés par la neige qui tombe et puis la neige qui fond et qui nourrit les fleuves qui descendent de la montagne. Donc cette eau-là, on devrait la valoriser, on devrait pouvoir la capter, l'eau qui vient des montagnes avant qu'elle n'atteigne la rivière. Et je pense qu'il est parfaitement possible d'imaginer des périmètres d'irrigation à petite échelle. Il ne faut pas exagérer, il ne faut pas que ce soit trop grand, sinon on risque de changer encore de façon trop importante l'écosystème, mais à petite échelle, c'est parfaitement possible. Mais pour résoudre de manière durable ce problème de sécheresse à Kiatenga, Ivan Godefroy conseille le reboisement, notamment d'espèces d'arbres indiquées pour concilier l'agriculture et l'environnement. On peut recopier autant que possible le système naturel qui existait avant dans la plaine de Kiatenga, avant que l'homme n'arrive. Et là, ça veut dire couvrir au maximum le terrain par le reboisement. Le reboisement ou, à défaut de reboisement, l'agroforesterie, où on cherche à combiner les arbres avec l'agriculture. De cette façon, on crée l'ombrage. On augmente aussi l'humidité de l'air, ce qui contribue à des précipitations plus fréquentes. Mais ces arbres ont encore d'autres avantages. Elles sont en fait comme une sorte de pompe de minéraux qui se trouvent très profondément dans le sol et qui, à travers les racines, sont amenés à la surface. Et via les feuilles, retombent sur la terre, causent une couche d'humus, matière organique, qui est très importante parce que en couvrant la terre avec cette matière organique, elle réduit aussi l'évaporation et la disparition de l'eau. Et puis ça fertilise le sol, bien entendu. Donc vous voyez que ça c'est une technique très recommandable que d'ailleurs nous avons promue en 2015-2016. Nous avons aidé les producteurs agricoles de la vallée à replanter 2500 hectares en agroforesterie.
C'est depuis 1992 que les Nations Unies ont institué la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Objectif, rappeler à l'humanité les dangers de la désertification et la sécheresse. Ces femmes qui extraient du sable et des moellons dans la vallée de l'Itave s'insurgent contre la tracasserie dont elles sont victimes de la part des services de mines et géologie. D'après elles, ces services étatiques leur envoient des policiers pour les traquer alors qu'elles continuent à percevoir des taxes. Tous les jours, Madame Massika concasse des graviers à la recherche du gagne-vie. Elle dit payer chaque année au service de mines et géologie 2 camions de sable et de gravier à titre d'apport à la construction des infrastructures publiques. Tunalipaka kukila mwaka tunalipa bene mbili ya mchanga. Les taxes Ile que njiko nous saa payons taxi yenye ici, tunalipaka c'est hapa 2 camions tumika kumeri. de sable Kwa et mfano gravier kama par kuna an kwa fazi ya pour aider kutengeneza aux infrastructures wanakia kamata publiques. mchanga yenye Les wanapandisha mêmes kule ile policiers wanaenda qui nous jenga demandent de mwai. l'argent sont ceux qui nous traquent. Que les services de l'État nous aident, car nous venons ici faute de moyens. Sheju hatuna mwai ndio maana tunakia kaikala hapa, tungekuwa na mwai kama tufika hapa. À quelques mètres de là, Madame Kabouyaya rassemble les sables qu'elle vient d'extraire de la rivière. Elle également dit être victime de la tracasserie. Ils viennent pour chercher de l'argent et nous demander d'éviter d'extraire les sables. Et la vie que nous menons nous oblige à les faire. D'autres sont des veuves et déplacés des guerres. Ce travail est fatigant. Nous souffrons beaucoup. Quand les policiers viennent, nous courons jusqu'à nous blesser. Ces genres de pratiques, de la part des services étatiques, rendent difficile la réglementation de l'extraction du sable et des moellons dans plusieurs rivières de Butembo. Conséquence, l'extraction désordonnée du sable, par exemple, provoque des érosions dans plusieurs quartiers et contacter les services de mines et géologie a promis répondre dans un bref délai. D'ici le 24 juin prochain, le gouvernement congolais va déclarer la fin de l'épidémie d'Ebola au Nord Kivu. C'est le ministre national de la Santé qui l'a déclaré à sa descente d'avion à l'aéroport international de Goma, où il a été accueilli par le ministre provincial de la Santé, Dr Kakule Kanyere Moïse. Dr Eteni Longondo a déclaré être venu à Goma pour constater l'évolution de l'épidémie d'Ebola, mais aussi pour évaluer le Covid-19 avec les autorités et autres personnalités sanitaires locales. Je voudrais d'abord commencer par saluer mes sœurs et frères de Goma. Goma, c'est une ville que je connais très bien. J'ai travaillé ici pendant une année à l'époque. Je suis venu ici pour faire une évaluation par rapport à la pandémie, à la lutte contre la pandémie à coronavirus. Donc, je vais rencontrer de différentes personnes, différentes autorités et aussi les équipes qui nous aident à éradiquer cette maladie ici à Goma. Donc je suis venu pour ça et aussi pour me rendre compte de l'évolution, de l'élimination de l'épidémie à Ebola aussi. Donc comme vous le savez, cette épidémie devait être éradiquée il y a plusieurs mois, mais juste à 2 jours de la déclaration de la fin de l'épidémie, il y a eu un cas, puis il y en a eu encore. Maintenant, je crois que nous sommes à plus de 30 jours que nous n'avons plus de malades et je crois que d'ici le 24, nous allons déclarer l'épidémie à Ebola comme vaincu. Donc c'est pourquoi je suis venu évaluer et la lutte contre cette épidémie et aussi la lutte contre la pandémie à coronavirus. Il s'agit de conclusions bouleversantes, celles du rapport de l'autopsie réalisée sur les corps du juge Raphaël Yangui. D'après le document, le juge qui a ouvert les procès 7 jours est mort suite au coup récit qui aurait causé un traumatisme crânien. Une thèse également partagée par Célestin Tunda Yakasende, vice-premier ministre et ministre de la Justice. Dans ce communiqué relayé par les sites d'information actualité.cd, le ministre rapporte que l'autopsie a révélé l'existence de substances toxiques à dose non létale dans le corps du défunt. Par le biais de son ministre de la Justice, le gouvernement congolais condamne avec la dernière énergie cet acte ignoble, appelle la population au calme, réitère sa compassion à l'endroit de la famille éprouvée
et marque son soutien à l'ensemble du corps des magistrats, à qui il demande de ne pas céder aux intimidations d'où qu'elles viennent. Célestin Tundaya Kassendi annonce ainsi l'ouverture d'une enquête judiciaire pour élucider les circonstances de ce meurtre, d'en identifier les auteurs et de le sanctionner avec toute la rigueur de la loi. Raphaël Yangui présidait la chambre du tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe de l'affaire des détournements des fonds alloués au programme des 100 jours d'urgence de Félix Tshisekedi. Il est décédé le mercredi 27 mai dernier au centre hospitalier Nganda de Kinshasa, où il avait été transféré aux petites heures du matin de suite d'une crise cardiaque. Des réactions ne cessent de tomber au sujet des démarches entreprises par les députés nationaux et professeurs d'université pour l'augmentation de leur salaire. La dernière en date, c'est du professeur Mwindo Muanda. Dans une interview sur Moto TV, cet enseignant des sciences politiques a dit que les actuels feuilletons sur la malversation financière au pays donnent à croire qu'il y a assez de moyens pour garantir des bons salaires à tous les fonctionnaires. Mais il soutient que ce sont des couches de la population défavorisée qui devraient d'abord en bénéficier. Ça semble scandaleux à première vue parce qu'ailleurs au monde, on voit les gens renoncer à leur salaire pour aider l'État à faire face aux problèmes. Et ici, c'est cette catégorie parmi celles qui ne sont pas défavorisées et qui demandent l'augmentation de leur salaire. C'est clair que ça semble curieux. Mais attention, dans le contexte congolais, lorsque l'on essaie de comprendre le problème et on le lit surtout au procès des 100 jours, dans lesquels plusieurs révélations ont été faites, découlage des recettes, on se rend compte que la République dispose de suffisamment de moyens pour payer mieux les gens. Et alors dans ce contexte précis, je crois que c'est plutôt les nouvelles sur les détournements et les nouvelles sur les montants qui sont utilisés dans certaines institutions qui ont amené, je crois, les professeurs et ainsi que les députés à demander que leur salaire soit augmenté. Mais pour que le pays soit à la hauteur de bien rémunérer ses fonctionnaires, Mwindo Muanda pense que l'État devrait lutter contre la corruption et les coulages des recettes publiques, comme l'a soutenu le professeur d'université. Pour ce cas précis, celui des professeurs, ils n'ont pas demandé seulement l'amélioration de leurs conditions de vie, ils ont demandé l'amélioration des conditions de vie de tous les personnels. Dans ce contexte, on s'attendrait à ce qu'ils ne puissent pas demander que leur salaire soit augmenté, mais attention, c'est un contexte dans lequel on nous a aussi révélé qu'il y a beaucoup d'argent, de l'argent détourné, mis dans les poches de certains. Et alors dans ce contexte-là, pourquoi ne pas prendre cet argent mis dans les poches de certains et le mettre à la disposition de ceux qui vivent mal en travaillant? Les montants déclarés détournés sont la preuve que l'argent existe et que cet argent profite seulement à une petite catégorie. Il faut rendre public les barèmes salariaux de tous les fonctionnaires de l'État, à commençant par la présidence de la République, comme les professeurs de l'Université de Kinshasa ont demandé. Si on n'est pas transparent de ce côté-là, on continuera à sous-payer certains et à surpayer d'autres qui sont surpayés et ils détournent même de l'argent. C'est le 21 mai dernier que la présidente de l'Assemblée nationale, Jeanine Mabunda, a saisi le Premier ministre Sylvestre Ilunga pour solliciter l'augmentation du salaire des députés nationaux. Dans une correspondance qui a fait les tours des réseaux sociaux, les députés nationaux sollicitent du gouvernement un complément de 2 000 $ américains à leurs émoluments et une augmentation de 50% du frais de fonctionnement de l'administration de l'Assemblée nationale. S'en sont suivies les démarches de professeurs qui réclament l'augmentation de leur salaire jusqu'à 5 000 $ américains le mois. Des demandes à court de traitement au ministère des Budgets. Après la reprise de la Coupe de l'Italie, de la Super League turque, la Liga Santander espagnole, la Liga portugaise et la Bundesliga allemande, la Première Ligue anglaise sera de retour ce soir. Après 3 mois d'arrêt suite à la maladie du coronavirus, la Première Ligue, l'un des 5 meilleurs championnats européens, affiche pour sa grande reprise des matchs très alléchants. Aston Villa, 19e au classement avec 25 points, est en train de jouer Sheffield United, 7e avec 43 points, et Manchester City, 2e au classement avec 57 points, accueillera Arsenal, 9e avec 40 points à partir de 21h15. Du côté africain, la Ligue Koubara est jusque-là le seul championnat qui a déjà repris sa fête depuis samedi dernier.